J'avais préparé un super speech, répété, timé, etc. Et lundi, il s'est passé un truc. Et du coup, j'ai dû tout changer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lundi? On n'en a pas beaucoup entendu parler parce qu'avec toutes les atrocités qui se passent au Moyen-Orient, ce genre d'info est passé un peu sous le radar. Lundi, Gloria Goldin a reçu le prix Nobel d'économie. C'est une double bonne nouvelle. Premièrement, Gloria Goldin est une femme. Et il y a très peu de femmes qui ont reçu le prix Nobel. Il faudrait que le prix Nobel soit attribué exclusivement à des femmes pendant plusieurs années pour qu'on arrive à quelque chose d'un peu plus égalitaire de ce point de vue-là. Et deuxièmement, Gloria, j'en parle d'elle comme si je la connaissais, je ne la connais pas. Elle est économiste et elle a travaillé spécifiquement sur un sujet pendant toute sa vie. Elle a cherché à relier des données économiques avec les problématiques d'égalité entre les hommes et les femmes. Par exemple, elle a réussi à démontrer de façon éclatante le lien direct qu'il y a entre la disponibilité de la contraception pour les jeunes femmes et le taux de ces mêmes jeunes femmes à l'université et en études supérieures. En gros, plus vous facilitez l'accès à la contraception, plus les jeunes femmes accèdent aux études supérieures. Mais le corps de son travail, c'est d'expliquer, de chercher à expliquer les différences de salaire entre les hommes et les femmes. Et c'est assez costaud, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de base, et ce qu'elle démontre aux États-Unis, on le sait ailleurs, c'est que les hommes et les femmes, les jeunes hommes, les jeunes femmes, quand ils rentrent dans la vie active, ils démarrent à peu près au même niveau de salaire, à poste égal, à industrie égale. Et leur salaire augmente avec l'expérience, et il y a un moment, ça décroche. Il y a un moment où les hommes continuent de gagner, et même un peu plus vite qu'avant, et les femmes, la courbe s'aplatit. Ce moment, c'est entre 25 et 30 ans. C'est l'âge du premier enfant. Alors pourquoi je suis ici, en train de vous parler de Gloria Goldin? Je suis ici parce qu'il y a 10 ans, j'ai découvert le féminisme un peu par hasard. J'ai débarqué dans un compte sur un groupe Facebook de féministes intersectionnelles. Et alors les féministes intersectionnelles, c'est des féministes, des femmes souvent très érudites, qui échangent sur beaucoup de mécaniques de domination et qui prennent en compte non seulement les dominations de genre, mais aussi les enjeux de race, d'âge, de préférence sexuelle, d'identité sexuelle, de maladie, de handicap, etc. Donc elles abordent vraiment l'ensemble du scope. Donc elles partagent là-dessus, c'est très érudit, c'est hyper intéressant, mais elles partagent aussi leur vécu de femmes qui souvent ont été victimes de trucs franchement pas très cool, dont les auteurs généralement courent encore tranquillement. Donc il y a toute cette colère là, et moi je suis passé par plusieurs sentiments. Le premier, ça a été la prise de conscience que quand on balaye comme ça toutes ces mécaniques de domination, et qu'on est comme moi, on est bien obligé de se rendre compte que je ne subis aucune discrimination liée à mon genre, je ne subis aucune discrimination liée à mes préférences sexuelles, aucune liée à mon identité sexuelle, aucune liée à mon niveau social. Je suis un homme blanc, hétéro, bourgeois, cis, il m'arrive rien. Et si on s'amuse à dessiner une pyramide de l'oppression, moi je suis au sommet. Je ne suis pas tout seul, on n'est pas très très nombreux à l'échelle du monde. Et on est là, une petite équipe, et dans cette équipe, il y a qui? Donald Trump, Bertrand Cantat, Patrick Poivre d'Arvor, des tas de gars qui, moi, me font honte. Vous savez, ce sentiment, alors je m'adresse à des professionnels du tourisme, j'imagine que vous voyagez, et quand on voyage à l'étranger et qu'il y a des Français qui se comportent mal, qui parlent mal à quelqu'un dans un restaurant, qui font trop de bruit, etc., on a honte. On est Français, on a honte. On ne devrait pas, c'est eux, c'est pas nous, on a honte. Ce sentiment de honte, j'ai commencé à l'éprouver face au spectacle de tous ces gars qui font n'importe quoi. Et puis ensuite arrive le sentiment de culpabilité. Parce que ça y va. Il y en a des problèmes. Et il y a forcément un moment où on se demande, moi j'ai plus de 50 ans, on se regarde, on se dit, j'ai merdé? Quand j'ai merdé? À quel moment j'ai merdé? Forcément j'ai dû merder à un moment. Donc il y a toute cette histoire-là et cette culpabilité,
Nous, les mecs, c'est le premier drapeau qu'on sort. Souvenez-vous, MeToo. Des millions de femmes qui témoignent de faits de harcèlement, de viol, etc. C'est quoi la réaction des mecs? Oh, faudrait pas voir à pas mettre tous les mecs dans le même panier. C'est un gros, c'est pas moi, c'est les autres. Donc ça, on le sort très vite, le coup de la culpabilité. Donc vite, je me suis rendu compte que ce truc de la culpabilité, on peut l'éprouver, c'est un truc personnel, mais ça ne sert à rien. J'ai plutôt abouti à un enjeu de responsabilité. À quel moment, moi, je suis responsable de la situation et aussi, à quel moment je peux prendre des responsabilités dans le fait que cette situation pourrait changer. Donc, ça m'a amené à écrire un livre, à faire des conférences. J'ai fait une conférence à Nantes. Il y a quelqu'un de l'équipe d'organisation qui m'a vu, qui m'a appelé en disant venez. Donc je suis là ce soir. Donc toute cette digression pour vous expliquer pourquoi je suis là ce soir en train de vous parler de Gloria Goldin, que je ne connaissais pas il y a 3 jours. Et c'est aussi pour ça que j'ai entendu parler de Gloria Goldin, parce que je suis abonné à des tonnes de newsletters féministes et que la sphère féministe s'est mise à bruisser de tous les côtés de satisfaction de la nomination de cette femme. Alors revenons à ce truc de pourquoi, au moment de la naissance du premier enfant, il y a ce décrochage salarial. C'est une femme statistique qui a ce décrochage salarial. Mais cette femme statistique, elle n'est pas que américaine, qui est le terrain de Gloria. Quand j'ai analysé les réponses, les 150 réponses que vous avez faites au sondage qu'on a envoyé, on voit bien que dans une profession très majoritairement féminine, les personnes qui tiennent les jobs de pouvoir et les jobs qui sont les mieux payés, c'est les mecs. C'est assez unanime. Alors même que, globalement, toutes les structures dans lesquelles vous évoluez ont l'air relativement sécuritaires pour les femmes, où il y a beaucoup de femmes, de majorité, voire parfois que des femmes. Donc il n'y a pas de fait de sexisme ou d'insécurité ordinaire, on peut. Mais on est bien obligé de reconnaître que ce schéma, on le voit également, pas seulement aux États-Unis, également dans votre profession. Parce que qu'est-ce qui se passe au moment de la naissance du premier enfant? Bon, bah, soudain, les mères de ces enfants deviennent moins disponibles. Et derrière ces femmes statistiques qui deviennent moins disponibles, il y a des hommes statistiques. Et ces hommes statistiques, reconnaissons-le, ils aiment bien se la couler douce et se mettre les pieds sous la table. Et individuellement, ça peut vous énerver que je dise ça à vous, messieurs, parce que peut-être que chez vous, c'est pas comme ça. Peut-être que chez vous, vous faites le job. Mais ce qui est vrai à titre individuel ne veut rien dire collectivement. Collectivement, 8 femmes sur 10 passent au moins 1 heure par jour à s'occuper du foyer. Ménage, vaisselle, cuisine, etc. Quand c'est seulement 3 hommes sur 10. Or, je n'ai jamais vu la moindre étude qui démontre que le fait de posséder un pénis empêche de trier le linge. L'instinct maternel est une fable. Les femmes ne naissent pas avec un gène qui les prédispose à ramasser les chaussettes. Donc on est bien dans un schéma. Et c'est un schéma qui nous avantage très, très directement. On est assez content de vivre dans ces schémas et de le perpétuer. Ce schéma, on l'a acquis depuis la cour de récréation, dans la rue, au travail, dans la culture populaire, dans la littérature. Tout nous indique, tout nous pousse dans ce schéma. Donc il nous paraît assez naturel. Et d'ailleurs, il est globalement très accepté. Parce que ces chiffres, 8 femmes sur 10, 3 hommes sur 10, on croit qu'ils évoluent. Non, non, non. Ça fait 10 ans que cette étude est faite. Ça fait 10 ans que ces chiffres ne bougent pas. On entend parler des hommes qui se mettent au taf. Mais dans les chiffres, ça ne bouge pas. Mais il n'y a pas que les tâches ménagères. Il y a plus grave. 2 femmes sur 10 ont subi au moins une fois dans leur vie une agression sexuelle. 4 femmes sur 8 ont subi au moins une fois dans leur vie des violences physiques au sein de leur couple. 1 femme sur 8 a subi au moins une fois dans sa vie un viol. Ça fait des millions de victimes, mais réfléchissons un peu. Est-ce que c'est un gars qui a fait tout ça? Est-ce que c'est 10?
Est-ce que c'est 1000? Non, non. C'est des millions de gars qui ont fait ça. C'est pas des malades. C'est des gars normaux, c'est des gars comme moi. C'est des gars qu'on croise tous les jours, c'est nos collègues, nos voisins. C'est les gars avec qui on joue au foot, c'est les gars avec qui on prend une bière, c'est peut-être notre père, c'est peut-être notre frère. On baigne là-dedans. Donc à quel moment on décide de sortir de notre complicité silencieuse? C'est ça le rôle de l'allié. C'est un beau rôle. C'est un rôle qui s'apprend. Alors il y a des étapes. Il faut commencer par se documenter. Il y a 1000 façons de le faire. Il y a des bouquins. Le féminisme, c'est d'abord une science sociale qui a produit des montagnes d'études et de livres. Il y a des podcasts, il y a des émissions de radio, il y a des films, il y a ma newsletter Héraclès, il y a plein de trucs. Il y a des vidéos, il y a des TikTok, il y a plein de trucs. On ne peut pas dire qu'on n'a pas accès à cette information. Première étape. Deuxième étape, vous allez commencer à voir ça. Forcément, parce qu'on est tous des animaux empathiques, ça va vous mettre dans une forme d'introspection. L'introspection, c'est un truc qu'à nous les garçons, on nous a débranchés dans l'éducation. On nous a vraiment appris à surtout ne jamais nous poser de questions sur notre identité et sur la masculinité. Normal. Donc il faut rallumer ce moteur-là, rallumer le moteur de l'introspection et commencer à s'interroger. Ce qu'on m'a dit là, c'est de la merde. Les modèles masculins qu'on m'a présentés, c'est de la merde. Et je m'épuise depuis des années à y conformer, mais pourquoi faire? C'est reconstruire sa propre identité, c'est faire ses courses entre ce que me propose un modèle masculin qui n'a pas que des défauts, ce que me propose également un modèle féminin, on n'a pas d'autres mots, et qui n'a pas que des défauts non plus. C'est recomposer sa propre identité, c'est véritablement, ça vous donne accès à beaucoup plus de portes ouvertes et à beaucoup plus de liberté. Donc vous avez fait ce chemin-là, et puis là, vous allez commencer à avoir des conversations. Vous pouvez avoir des conversations avec vos collègues. Vous pouvez commencer à leur demander s'il y a des choses dans votre comportement qui les mettent mal à l'aise. S'il y a des choses qu'il faudrait que vous fassiez autrement, des mots que vous cessiez de dire. Là, l'objectif, c'est d'arriver à apprendre à être un gars safe. Désolé pour l'anglicisme, il n'y en a pas tellement en français. Un gars safe, c'est un gars qui a décidé de ne plus faire partie du problème. C'est déjà pas mal. Et puis après, vous pouvez avoir, si vous vivez en couple hétéro, vous pouvez avoir des conversations avec votre compagne sur, déjà on peut commencer, le ramassage de chaussettes, le triage du linge, les tâches ménagères, la charge mentale. Il y a du boulot, 8 sur 10, 3 sur 10, il y en a qui ont du travail. Et puis après, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la conversation, parler de sexualité, d'exclusivité sexuelle, de contraception. Passer 50 ans, c'est pas complètement débile de penser à la vasectomie, par exemple. Ce sont des conversations qu'il faut avoir. Un allié a ces conversations. Et il n'a pas besoin d'attendre 50 ans. La pilule, ça se paye à 2. Et il y a plein d'autres moyens, et il y en a de plus en plus. Et puis une fois que vous aurez commencé à régler ces problèmes plus intimes, là, vous allez devenir un peu un Jedi. Vous allez pouvoir vous exprimer ouvertement. Vous allez pouvoir faire taire vos collègues qui commentent à voix haute le cul de la stagiaire. C'est pas si évident. Vous allez voir que si vous essayez de le faire, au début, ça va pas être facile. Et pourtant, ça a un effet dingue. Quand c'est une femme qui le fait, tout le monde se moque d'elle. Quand c'est un mec qui le fait, surtout si c'est un cadre, surtout si c'est un dirigeant, l'effet est explosif. Vous allez découvrir à ce moment-là que vous avez un pouvoir. Le pouvoir d'un homme qui parle aux hommes. Quand un homme parle aux hommes, il les écoute. Et ça, c'est efficace. Et puis, vous allez commencer à vous exprimer éventuellement ailleurs. Vous allez commencer à apprendre à parler du problème.
Vous allez apprendre à vous remettre en question ouvertement. Et vous allez apprendre à vous afficher ouvertement comme des alliés. C'est ce rôle que je vous propose d'endosser. Vous pouvez commencer dès maintenant. Je vous remercie pour votre attention.